Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Insoumission. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir François Ruffin. Salut François. Salut, bonjour à vous. Je vais dire la vérité d'abord pour commencer. Vas-y. Toute la vérité, rien que la vérité, c'est que Pierre, il a écrit toutes ces questions et il me les a filées à l'avance, faut quand même le dire. C'est du vrai journalisme, c'est du journalisme honnête. Et moi j'ai dit, je vais mettre le bordel dans tes questions. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, la destruction de l'hôpital public. Je pense que vous vous rappelez toutes et tous, tous les citoyens qui applaudissaient à 20h aux fenêtres et au balcon, c'était pendant le premier confinement. Ça nous paraît très très loin maintenant. On le sait, l'hôpital est aujourd'hui en immense souffrance. Des soignants qui démissionnent, il y a des plans blancs un peu partout, il y a des services d'urgence qui ferment. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si vous suivez François Ruffin et l'Insoumission peut-être, il y a 69 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés en 15 ans, 17 000 lits sous Macron et 5 700 lits seulement l'année dernière en plein coronavirus. D'abord, il dit tout et en plus, il a une mémoire. Moi, je suis infoutu de me rappeler 3 chiffres d'affilée comme ça, quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on entend ses discours à l'Assemblée. Non, mais Il est modeste. Il est modeste. Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais le mouvement des soignants a commencé bien avant l'arrivée du coronavirus. Moi, j'étais en manif, c'était en février 2020, j'avais vu une banderole. Vous comptez les sous, on comptera les morts. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des soignants qui sont obligés de trier les patients dans les couloirs d'hôpitaux. Et je pense que tu l'as vu à l'Assemblée, il y a eu 1 milliard d'euros d'économies faites sur l'hôpital public en pleine crise sanitaire. Alors, j'ai vu une question au gouvernement, pour parler en jargon politicien, que tu as posée cette semaine à l'Assemblée, où tu dis « Ce n'est pas l'hôpital qui meurt, c'est l'hôpital qui est tué ». Et donc ma première question, François, c'est comment on fait pour que dans l'esprit des gens, c'est pas le coronavirus qui, quoi qu'il arrive, de façon inéluctable, tue l'hôpital. C'est bien des choix politiques, et c'est des choix notamment d'austérité. Et donc il y a des responsabilités politiques, celles de Olivier Véran et Macron. Mais il dit tout, il dit tout, il dit tout. Moi, je vais dire pourquoi d'abord je me saisis de la question de l'hôpital public. D'abord parce que ça flambe, et ça flambe partout, ça craque. Alors moi j'ai une liste qui est partagée avec des soignants, et tu vois, j'ai l'hôpital d'Orthez, j'ai Hasbrook, j'ai Senlis, ça c'est dans mon coin, et j'ai là par exemple une anecdote qui est de Lormont, alors apparemment c'est dans la banlieue bordelaise, ça dit quelque chose à quelqu'un ici, ouais. Et donc une personne qui arrive dans un état grave qui nécessite une prise en urgence de 90 ans, acheminée dans un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, la nonagénaire a attendu près de 8h30 devant les urgences de la clinique 4 pavillons à Lormont, près de Bordeaux, détaillent les pompiers. C'est-à-dire qu'elle a attendu à l'intérieur du véhicule. On a d'autres endroits, c'est par absence d'un anesthésiste qu'il y a une personne qui meurt. Et il y a de manière plus invisible tous les cancers qui ne sont pas découverts, les gamins qui ne sont pas suivis par les services de pédiatrie. Pourquoi je me saisis de ça ? D'abord parce que je pensais qu'au moins avec la crise du coronavirus, on sauverait l'hôpital. Compte tenu des progrès de Macron sur la reconnaissance de la France tout entière à ses enfants, puisque ça c'était une allusion au monument aux morts de la guerre 14-18, avec les héros en blouse blanche. Bon, Tu croyais vraiment ? Ouais, moi je me suis dit, au moins, il il y a un truc là-dedans, l'hôpital, on va à l'occasion de cette crise, on va au moins le sauver. Et donc là, on va y revenir, c'est notamment le budget de la sécurité sociale de l'année dernière, mais il y a une promesse qui a été trahie. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, c'est que c'est une préoccupation des Français, la santé. Alors tu sais, je me souviens, ça va bientôt être le 1er de l'an. Moi, j'allais à Proyard et à Zuidkerk, dans les bleds de mon coin, voir mes grands-parents, et puis on passait chez les cousins, les cousines, et c'est que t'es toujours... et la santé d'abord, je sais pas si tu te souviens si t'as fait ça, puis on nous glissait une petite pièce pour les étrennes dans un coin de la main. Mais je veux dire, la première chose qu'on te souhaite le 1er de l'an, c'est la santé. Le plus important, c'est la santé. Ben ouais, voilà. Donc ça dit... et ensuite, quand on regarde la liste des noms de villes qui apparaissent, là j'ai 140 lignes dans un tableau Excel, de La Flèche, de Bailleul, de Mamers, de villes, tu savais même pas qu'elles existaient, quoi. En gros, d'abord, je trouve qu'il y a une certaine poésie dans la toponymie des bleds français comme ça, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là, qui est dans des coins reculés, ou dans la France périphérique, en gros dans la France des Gilets jaunes, puisque tu en as un derrière toi. Je pense qu'il y a aussi pour nous à se saisir de cette France périphérique, à trouver un ancrage là-dedans, peut-être par le biais des luttes sur les hôpitaux. Donc voilà pourquoi... alors ta question, elle revient à comment on fait pour montrer que c'est Véran, Macron...
il y a tout un objectif pour eux qui est de naturaliser le social. Ça, c'est un truc de droite, de tout le temps. Faire comme si c'était la nature qui voulait ça. Donc là, ça serait le Covid qui voulait ça. Déjà, en revenir à une page d'histoire récente qui est de dire que déjà avant le Covid, il y avait des grèves partout. Il y avait des chefs de service qui refusaient de remplir les papiers, qu'ils signaient des tribunes dans le monde parce que le budget sur lequel Macron avait plus gratté, c'était le budget de la santé, et qu'au fond, il a continué dans le budget de la sécurité sociale 2020. C'est-à-dire qu'à ce moment où on se dit, bon, ça y est, quand même, on va s'y mettre à remettre l'hôpital public en avant, au contraire, ils viennent créer 0 poste, fermer 5700 lits, gratter 1 milliard d'euros. Et je pense que l'acte d'accusation, il tient dans ce budget de la sécurité sociale 2020. Pourquoi ? Parce que ça a des conséquences qui sont évidemment des conséquences matérielles. C'est-à-dire c'est la digue qu'à la place de relever, on diminue. Ça, c'est une chose. Mais ça a des conséquences beaucoup plus importantes, presque sur le plan spirituel. C'est quoi ? C'est que les soignants, ils ont tenu pendant la crise sur les nerfs, comme dans une épreuve, mais aussi sur l'espoir. Il y avait une lumière qui était allumée au bout du tunnel. Ça allait changer après. Et quand juste après, c'est ça qui se passe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement à l'hôpital de Péronne, tu vois, un bled de mon coin, dans la Somme, eh bien, les soignants ont dit finalement pour nous, le Covid, c'était une parenthèse enchantée. On nous a laissé nous organiser, on nous a laissé faire notre métier, on nous a laissé soigner. Mais dès que le Covid s'est terminé, en tout cas la phase la plus rude, eh bien, on a entendu à nouveau restrictions budgétaires, plan de retour à l'équilibre, et on a serré. C'était une parenthèse enchantée ? Oui, ils en parlent comme d'une parenthèse enchantée, parce qu'on les a laissés, d'abord avec démocratie quelque part. La démocratie s'est installée dans l'hôpital, comme les administratifs, d'abord, ils restaient dans leur bureau, et puis ils étaient aux abonnés absents. La place a été aux travailleurs, qui se sont organisés, qui ont réorganisé les services, y compris physiquement, pour voir comment... parenthèse enchantée en burn-out quand même. Finalement, le craquage, il va venir presque plus après. Je dis pas que pendant, c'est pas dur. Hein. C'est les soignants qui se déshabillent dans leur garage pour pas contaminer leurs voisins. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de surblouse, il n'y a pas de tout ça. Ils vont en sac poubelle. Ils y vont en sac poubelle. Donc tout ça est de l'ordre de l'évidence. Mais je le dis, c'est comme dans une épreuve. Tu vois, ils se sont mis sur les nerfs. Et en tout cas, dans la gestion de l'hôpital, je te dis, c'est pas moi qui dis, c'est les infirmiers de l'hôpital de Péronne. Mais c'est quelque chose que j'ai entendu ailleurs. On nous a laissé décider nous-mêmes comment on réorganisait le service, comment on gérait, et c'était le soin. Tandis que aussitôt après, c'est redevenu le budget. Et ça s'est vu au niveau micro, hôpital par hôpital, mais ça s'est vu au niveau macro, dans les décisions budgétaires prises par Macron, Véran, Castex et compagnie à l'automne 2020. Quoi. Et donc là, je pense que l'acte d'accusation, il est fondé là-dessus, quoi. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama ? Je sais que ton équipe a lancé un compte Twitter qui s'appelle Allo Véran, où en gros ils font le taf du ministère de la Santé à sa place, à savoir faire remonter les différents services d'urgence qui ferment, les vagues de démission des soignants. Est-ce que tu peux nous faire un rapide panorama sur la souffrance dans l'hôpital aujourd'hui ? J'ai demandé, comme tu m'avais posé la question là par écrit, je me suis adressé aux soignants de faire des recherches et tout ça. Combien il y a en vérité de soignants en moins, c'est difficile à établir. Combien il y a de services qui ferment, il y a de services qui ferment, c'est difficile à établir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision nationale de ça. Et tout est fait pour qu'on n'en ait pas. Tu vois, donc on va y avoir des approximations. Il y a eu un conflit, je t'ai vu, entre Jean-François Delfrécy et le ministère de la Santé. Delfrécy qui disait 20% de lits fermés, le ministère de la Santé qui dit 5%. Bon, mais par exemple, je vais à l'hôpital de Creil-Senlis samedi matin parce que les urgences sont fermées maintenant à Senlis, donc tout le monde est rabattu sur Creil, alors qu'à Creil, alors que Senlis était encore ouvert, ils disent on se lève le matin, on arrive au boulot, il y a 20 chariots dans les couloirs. Faut voir qu'on m'envoie des vidéos, t'as l'impression que les gens ils jouent à 3D Tetris avec les brancards dans les couloirs, quoi. Je t'en case un là, je t'en case un là, je t'en case un là. Alors quand ils se mettent en route, ça doit être un espèce de rallye avec des gens, t'as l'impression qu'ils sont à l'arrêt là, mais qu'ils vont se mettre en pole position et que ça va partir sur les brancards dans les couloirs. Bon, donc à Senlis, à Creil, en 2 ans, on en est maintenant à... Il reste 13 médecins, alors qu'il y en avait 27. Donc tu vois, c'est la moitié qui est partie. Quand je suis à Péronne, le toubib qui est aux urgences, le docteur Chéab, je crois, je signale son nom parce que c'est une espèce de héros quand même, même si j'aime pas qu'on héroïse, parce que quelque part, quand on héroïse, on évite de dire que c'est des travailleurs qui réclament un salaire et des horaires corrects. Mais enfin, le gars, ça se voit aux poches sous ses yeux, qui tient, qui veut continuer à rendre service aux gens, qui fait tout pour ne pas lâcher lui-même, parce que s'il lâche lui,
c'est tout le service qui ferme et c'est plus rendu à la population, ça, tu vois. Mais donc le docteur Chehab, il dit, bah voilà, normalement il y a 9 postes de médecins aux urgences et nous, il nous en reste 3,5. Donc ça veut dire qu'il prend sur lui, il fait des heures sup, il a 50% d'heures supplémentaires, enfin voilà. Et en fait, tu as une double crise, tu as un manque d'infirmiers sur Paris, aussi parce que les gens, ils ont une heure de bagne, enfin de transport en tout cas, le matin, 1 heure minimum de transport le soir, ils sont pas logés à proximité, et puis ils sont usés, ils en ont marre de travailler comme ça, et tu as une crise des médecins pour beaucoup dans les hôpitaux de province, quoi. Donc, en tout cas, je peux pas te filer de chiffres généraux, quoi. Ok, tu te souviens du discours d'Olivier Véran, c'est ça, la réalité de nos hôpitaux, qui est devenu un peu culte. On a alerté, nous, la France Insoumise, à l'Assemblée nationale depuis le début du quinquennat. Je pense à Caroline Fiat, notamment la première aide-soignante élue de l'histoire de l'Assemblée nationale. La réponse a été le mépris macroniste. Il l'a traité de député bac-2. Ça a été la réponse. Moi, ma question, c'est, tu disais que tu as eu un peu espoir que leur idéologie bouge pendant le premier... T'es peut-être un peu naïf pendant le premier confinement. Mais, tu sais, la naïveté est parfois un moteur. Alors, tu venais de me dire avant que tu étais peut-être un peu pessimiste. Ah, mais tu peux être naïf et pessimiste. Et du coup, ma question, c'est... Tu peux être pessimiste et rigoler. Ma question, c'est, face à l'inhumanité en marche, on se souvient notamment du scandale, du nombre de jours de deuil, tu sais, donnés aux parents. On se souvient de la loi Asile-Immigration. Face à cette inhumanité-là, qu'est-ce qui peut les faire bouger idéologiquement, alors même que on trie les patients dans les couloirs des hôpitaux et qui continuent de fermer des lits? Qu'est-ce qui peut les faire se réveiller sur la souffrance dans l'hôpital? Moi, je crois au récit, c'est-à-dire il va y avoir les statistiques, c'est une chose, mais je suis pas sûr que les statistiques mettent les gens en mouvement. Tu vois, je fais des films aussi qui sont fondés sur l'émotion. Dans émotion, il y a motion, c'est-à-dire mouvement, moteur. Tu vois, comment on met les gens en mouvement. Et peut-être que un drame qui va se produire, alors on en a déjà eu, hein, mais donc un patient qui est mort parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste. Bon, mais ça va peut-être faire plus pour mobiliser les gens et donc pour contraindre le gouvernement, parce que il va pas le faire de lui-même. Donc ça passe par pour moi, je crois à la rue et aux urnes, hein, toujours pareil. Hein. La rue, les urnes, il faut marcher sur ses deux jambes. Donc les urnes, on sait quand est-ce que c'est. La rue, c'est possiblement tous les jours. Et je vois qu'il y a quand même des manifestations qui se produisent dans des coins Mieux-Sac. Ça te dit quelque chose, toi? Bon, voilà. Tu vois, t'as des manifs qui se déroulent comme ça. Ce que je veux signaler, moi, c'est pourquoi les soignants, centralement, quittent l'hôpital. Bon, il y a les horaires, il y a les salaires, c'est évident. Il y a cette usure-là. Bon. Mais je crois que de manière plus profonde... Olivier Véran t'a répondu à l'Assemblée qu'ils n'avaient jamais autant augmenté les salaires dans l'histoire. Et, une partie du problème a été traitée de cette manière-là, mais le cœur du sujet, pour moi, c'est pas ça. Le cœur du sujet, c'est le sentiment de maltraiter les gens. Tu vois, quand je suis à l'hôpital de Péronne et qu'ils me disent on avait 3 personnes dans la nuit de vendredi à samedi de plus de 80 ans qu'on a dû laisser sur des brancards toute la nuit avec un spot dans la figure, est-ce que j'aimerais traiter mes parents ou mes grands-parents comme ça? Non. Donc ça veut dire qu'ils sortent de leur service avec une honte, une culpabilité, un sentiment d'avoir maltraité les gens alors que tout leur enseignement, tout ce choix de vocation, c'est pour bien traiter les gens, c'est pour leur apporter du soin. Et donc là, il y a un conflit dans le cœur, et qui fait que ça craque. Et je crois que ça craque par là. Ça craque par le sentiment. Quand je discute avec les sages-femmes, ce qui leur pèse le plus, c'est d'être à 2 en salle d'accouchement, et que quand chacun est sur une grossesse compliquée, eh ben, il va y avoir des drames qui vont pouvoir se produire dans les chambres, tu vois, ça sonne, on ne peut pas y aller, il y a de la souffrance qui est derrière, on n'a pas le temps de parler avec les gens, et je pense que c'est ce sentiment de maltraiter. Tu sais que j'avais fait un rapport sur le burn-out, étant moi-même en burn-out, c'était un moyen d'en sortir. Mais d'où vient le burn-out? D'une surcharge de travail, mais aussi d'une perte de sens du travail. Et on voyait déjà dans le rapport, la notion de burn-out est née dans les métiers du lien et du soin. Parce que quand on fait mal son métier, qu'on est journaliste, qu'on a trop de brèves à faire dans la journée, ça peut être pénible. Quand c'est des cartons qu'on a à transporter et que ça va trop vite, qu'il y a des ordres qui tombent dans le casque, qu'on n'arrive plus à suivre, c'est pénible. Mais quand ça, on le fait à des hommes et à des femmes en face,
à des enfants, à des personnes âgées, c'est plus que pénible, ça devient une tension morale. Et voilà, je crois que l'hôpital craque par là. Ça veut dire que je pense que la solution qu'on doit prôner, avant tout, c'est les ratios. Tu vois ce que c'est ? Explique-nous. Voilà, les ratios. Tu vois, par exemple, le combat sur les sages-femmes dans les maternités, pour moi, centralement, c'est passé de 2 sages-femmes en salle d'accouchement à 3 sages-femmes en salle d'accouchement. C'est ça qui va leur permettre de respirer dans leur métier, de mieux le faire. Donc, c'est d'imposer qu'il y ait des ratios. Alors, il y a une étude de Lancet qui dit que, par exemple, il faut un infirmier pour 6 patients. Qu'au-delà de ça, on augmente à chaque fois, à chaque patient supplémentaire de 7% le taux de mortalité. Donc si on a un infirmier pour 12 patients, on passe à 35% de surmortalité. Et alors je complète en disant qu'il y a une étude australienne qui est parue, dont The Lancet, donc qui est la revue médicale de référence, s'est fait l'écho aussi, et qui dit que quand on passe à un infirmier pour 6 patients ou même 5 patients, non seulement on soigne mieux, les gens se sentent mieux, à la fois du côté des soignants et des soignés, mais en plus, là c'est la nouvelle australienne, on fait possiblement des économies. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de mortalité derrière, parce que les gens reviennent moins à l'hôpital, et le fait d'avoir apporté un soin, un bon soin, un soin complet, amène à plutôt faire des économies sur le service de santé. Mais je pense que vraiment, la clé pour nous, c'est ces ratios, c'est que repermettre aux soignants de faire correctement leur métier. C'est ça, ils demandent simplement à faire correctement leur métier. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. On se rappelle de Macron, c'était en avril 2018, qui répond à 2 infirmières qui l'interpellent. Il n'y a pas d'argent magique. Hier, Emmanuel Macron a parlé, il a dit que ce n'était pas un problème de nombre de lits, mais de personnel. Je ne sais pas si tu as écouté Macron hier. Mais non, je n'ai pas écouté Macron hier. Il a parlé de l'hôpital, il a dit que ce n'était pas un problème. Alors, il a fait combien de temps sur l'hôpital ? Parce que c'est quand même incroyable. Alors, il a fait une seule phrase sur l'écologie, il a dû faire littéralement peut-être 5 minutes sur l'hôpital. 5 minutes, mais il a fait 5 minutes quand même. Parce que je signale quand même que, enfin voilà, il nous en a fait des dizaines de minutes, et voire il nous a fait des heures consacrées à l'hôpital dans le cœur de la crise de Covid, avec un certain lyrisme, tu vois. Et dans son intervention, alors pas celle d'hier, mais celle d'avant, il avait consacré 52 secondes à l'hôpital, pour dire en gros que les soignants, ils avaient reçu de l'argent, on a déjà donné, c'est bon, il y a plus circulé, il n'y a plus rien à voir, quoi. Donc, bon, là, il fait 5 minutes, c'est déjà un effort de sa part. Pour revenir à ma question sur il n'y a pas d'argent magique, quand on parle hôpital, on parle économie, et on parle notamment austérité. Derrière l'austérité, il y a toujours l'argument massu de la dette publique. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux libéraux des plateaux télé qui s'évanouissent quand on leur parle de ne pas rembourser la dette publique? Qu'est-ce que tu leur réponds, et notamment sur la question de la Banque Centrale Européenne? On a écrit un bouquin entier sur les crises de la dette, vive la banqueroute, sur les crises de la dette dans l'histoire de France, depuis Philippe le Bel jusqu'à De Gaulle, qui avait partiellement réglé le problème par de l'inflation. Et faut d'abord dire que la dette, elle est essentiellement due aux baisses d'impôts qui ont été octroyées depuis 20 ans. C'est moins une crise des dépenses qu'une crise des recettes. C'est le choix d'avoir moins de recettes qui fait que tu crées de la dette. Mais je pense que sur les questions humaines comme celle de l'hôpital, et notamment parce qu'il y a eu tous ces discours sur la première ligne, qu'on voit qu'on est en mode de craquage, je pense qu'il faut évacuer ces questions monétaires et financières, quoi. Il ne faut pas se laisser aller à être amené sur un débat technique. Il faut le poser sur le plan, est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on veut, tu vois, parce que ça répond quand même à une demande du capitalisme français. Il faut bien le voir. Si jamais on laisse mourir l'hôpital comme ça, ou s'il est tué. Il est privatisé, ils font plus de profit. Mais oui, tu vois, j'avais relevé moi des citations, comme ça fait longtemps que je bosse sur ces sujets comme journaliste. Henri de Castres, qui était PDG d'AXA, qui disait « Il faut une génération pour changer un système de santé ». C'était il y a 20 ans. Ben voilà, on y est. On avait donc son prédécesseur, qui est Claude Bébéar, un grand parrain du capitalisme français. Claude Bébéar, donc il y a 20 ans, toujours. Et il peut y avoir une sécurité sociale publique et à côté des sécurités sociales privées. Ça veut dire c'est quoi ? C'est leur idée, c'est que demain, il y a les gens qui auront les moyens de se faire soigner et bien soigner. Et pour les autres, c'est pas qu'il y aura plus d'hôpital public, il y aura un hôpital public, mais très nettement dégradé. Et c'est ce vers quoi on est en train d'aller. Et au fond, il ne s'agit pas que Macron veuille ça. Il ne s'agit pas que Véran veuille ça. Peut-être que, en vérité, ils disent et ils pensent qu'ils ne le veulent pas. Mais pour qu'on n'ait pas ça,
il faut vraiment le vouloir et le vouloir très fortement. Il faut vouloir agir de manière prioritaire sur ces questions-là. Et tant qu'on ne fait pas ça, en fait, on laisse dépérir le système et on va aboutir à ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, au fond, ce qui fonctionne le mieux, bien souvent pour des mécanismes comme ceux-là, ce sont des mécanismes inconscients. Parce que tu n'en es pas conscient, tu ne les maîtrises pas. Et là, je pense que... Je pense qu'ils n'ont pas conscience en privatisant les services publics qu'il va y avoir des profits pour... Là, moi, ma pensée, c'est que là-dessus, ils n'ont même pas besoin d'en faire un mécanisme conscient, sinon ils en seraient bien gênés. Il vaut mieux le laisser dans... je ne pense pas que Véran... Enfin, bon, allez, ça y est, je coupe ça parce que je ne vais pas me faire des amis à l'insoumission. C'est pas grave, on s'en fout. Non mais t'inquiète, il y aura du montage, on coupera. On va tout laisser, Quand je suis de droite... Quand je suis de droite, il ne faut pas pinasser. Mais bon, vous voyez, franchement, jamais un gouvernement ne viendra dire aux Français « Nous allons opérer une privatisation de l'hôpital public. Nous allons le laisser se dégrader tellement que ça va ouvrir un marché pour les cliniques privées. » Ça va pas c'est pas parce qu'ils le disent que mais c'est dans leur logiciel idéologique. Je pense que même, au fond, aujourd'hui, ils ne le pensent pas. Mais en revanche, dans leur inconscient, ils vont laisser se dégrader le truc en disant qu'il faut plus d'agilité, plus de flexibilité, plus de machin, plus de ceci. Et puis, surtout, là, ce qu'on voit, c'est même une contamination du privé à l'intérieur du public. Tu vois, je rencontrais un médecin de l'AP-HP, donc des hôpitaux de Paris, et qui me dit que autant on ne donne pas d'argent pour les soignants et pour les lits, autant là, il va y avoir un bâtiment réservé pour mettre des startups à l'intérieur de l'hôpital. Tu vois, c'est bon. Mais ça, ils peuvent pas l'ignorer. Quand il y a 2 hôpitaux qui ferment en plein Paris, tu l'as vu là, l'Hôtel Dieu, et que ça, c'est fermé pour un restaurant gastronomique. Ils sont au courant, ils peuvent agir. Donc c'est quand même, ils savent que c'est pour une recherche de profit derrière que c'est fait quand même. Oui, ils peuvent fermer les yeux s'ils veulent, mais... oui. Bon, mais bon, voilà. Écoute, en revanche, la question là, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait? Tu vois. Ouais, justement. Et comment on mobilise, moi c'était ma question, comment on mobilise les insoumis sur la question de l'hôpital, un peu une campagne dans la campagne pendant cette campagne présidentielle? Ouais, moi je crois que, bon, moi c'est mon envie dans la campagne présidentielle de venir poser des thèmes, et notamment des thèmes populaires de la France périphérique, même si là ça résonne aussi à Paris, tu vois, je pense aux métiers de la deuxième ligne, les auxiliaires de vie, mais aussi les caristes, poser la question d'une école vraiment gratuite, parce qu'aujourd'hui les gens ils n'ont pas le sentiment que leur école est gratuite, parce qu'ils payent la garderie, ils payent l'animateur périscolaire, ils payent la cantine, enfin tu vois, bon. Ma conviction c'est que dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, il va y avoir, on en a déjà 150, mais il va y avoir encore plus d'endroits où l'hôpital va entrer en question. Je vois là, en Haute-Marne, un débat passionné, titre le journal de la Haute-Marne, sur la question de l'hôpital et de la santé. Et je pense que c'est une préoccupation qui va monter au fur et à mesure de l'actualité. Donc, moi, j'invite les insoumis à se positionner fortement là-dessus, dans leur coin. Tu vois, quand à Pontivy, à Mamers, il y a des trucs qui bougent, évidemment en être, et en général, ils en sont, mais... possiblement, si jamais il y a un service qui est en train de fermer et qu'il n'y a pas un comité d'usagers, à monter un comité d'usagers, à évidemment entrer en contact avec les soignants et à provoquer des petites mobilisations ou des grandes et à faire la une de la presse locale. Et évidemment, moi je souhaiterais qu'il y ait un tract JLM consacré à ça, par exemple posant la question des ratios, mais qu'il y ait une campagne menée sur la question de la santé pour vous demain. Et alors nous, je te dis un truc qui a marché, parce que mobiliser sur l'hôpital, je ne dis pas que ça soit toujours facile, parce que c'est un lieu où les gens n'ont pas envie d'aller. Donc c'est pas forcément ce vers quoi, tant qu'ils ne sont pas malades, ils ont envie de tourner leur regard. Mais on a fait un visuel qui a vraiment très bien fonctionné sur Twitter. Je ne sais pas si tu l'avais passé. Sur Facebook, j'ai vu sur le nombre de fermetures de lits. Donc en 4 ans, Macron a fermé 10 700 lits, ils veulent tuer l'hôpital. Bon, et puis alors, on en avait un autre, on détaillait année après année. Moi, je pense que ça, tu vois, nous, on va le décliner un peu en affiche et en autocollant, mais ce serait quand même beaucoup mieux si c'était l'Union Populaire qui le faisait avec JLM, et qu'il y avait une campagne d'affichage, et une campagne de stickers, et une campagne et surtout dans tous les coins, où c'est en train de monter. Moi, j'ai proposé de faire une petite tournée des hôpitaux. Alors, j'ai regardé Mamers, Bailleul, Laval, Rennes, tu vois, donc Vitré. Tu vois, alors il y a des... Rennes, on connaît, mais les autres bleds, on ne connaît pas forcément très bien, tu vois. Donc, je pense que là, il y a moyen d'ancrer une campagne de lutte populaire
en distribuant avec des trucs normaux, hein. Peut-être qu'il faut faire du porte-à-porte en demandant aux gens alors pour le prochain quinquennat, combien vous voulez que le lit qu'on ferme? Est-ce que vous voulez encore fermer un service d'urgence? Toc toc toc, tu vois. Moi j'avais fait ma campagne de 2017 en tapant aux portes des gens en demandant alors c'était dans les quartiers populaires, vous payez l'ISF? Non, bah alors vous n'avez pas profité du quinquennat Macron. Il y a peut-être des formes comme ça à trouver, mais je pense qu'il y a une campagne. Il faut qu'on arrête. La question centrale de la présidentielle pour moi, c'est comment on amène le débat et le combat sur notre terrain et pas qu'on aille se déplacer sur celui des autres. Donc il faut l'amener sur des questions sociales, sur des questions économiques, sur des questions écologiques, sur des questions fiscales, et pas avoir à se déplacer sur la sécurité, sur l'immigration, sur la dernière polémique à la noix, tu vois. Et donc ça, je pense, c'est un combat qui peut être audible par les gens. C'est justement ma question face à la zémorisation médiatique dans le pays. C'est immigration, islam, immigration à longueur des chaînes d'information en continu. Comment on ramène, et là je pose la question à la casquette de journaliste, comment on ramène au cœur de l'agenda médiatique nos thématiques à nous? Et pour ça, il y a quand même une très bonne nouvelle. C'est un sondage Odoxa qui est passé un peu inaperçu fin novembre, qui dit que la priorité absolue des Français pour le vote en 2022, c'est le pouvoir d'achat. Et la deuxième priorité, c'est la santé. Et l'identité nationale, l'obsession identitaire, ça arrive très très loin à 10%, alors que le pouvoir d'achat, c'est 45%. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Comment on fait pour ramener la question sociale au cœur de l'agenda médiatique? D'abord, l'agenda médiatique, c'est que ça n'est qu'une couche superficielle. Donc il s'agit de percer, c'est évident. Mais, et d'autre part, je pense que le gros sur ces questions-là est peut-être derrière nous et que devant nous va se poser la question de l'inflation, va se poser la question des salaires, va se poser la question de la santé. Enfin, il y a une mobilisation dans tout le pays sur l'augmentation des salaires en ce moment. Voilà, donc je pense que... et ensuite, c'est arrivé en refusant d'aller sur les thématiques de l'adversaire. Moi, ce que je fais, alors j'ai la chance de ne pas être candidat à la présidentielle. Quand tu es candidat à la présidentielle, tu dois plus ou moins répondre à tout le temps, quoi. Mais, et ma conviction, vraiment, c'est que chez les gens, aujourd'hui, il y a un désir d'autre chose. Alors, c'est-à-dire autre chose que quoi? Autre chose que la concurrence, la croissance, la mondialisation, en gros. Mais ça, c'est pas quelque chose de l'instant T. C'est dans la durée, pour moi. Ça remonte au traité constitutionnel européen, avec 55% des Français qui disent non à la concurrence libre et non faussée. Et si on leur reposait la question aujourd'hui, on ne serait pas à 55, mais on serait à 60, 65, 70%. C'est le mouvement Nuit debout pour ce qui est des éduqués du supérieur, des centres-villes, on va dire en gros. Et c'est le mouvement Gilets jaunes qui montrait aussi un désir d'autre chose, là, dans la France périphérique. Donc il y a ça. Mais quand tu regardes les sondages, alors il y a eu le sondage sur toutes les propositions de la France insoumise, à chaque fois c'était 70, 80%. Mais même tu as des sondages qui sont moins politiques, mais des sondages sur le mode de vie, qui à mon avis en disent peut-être encore plus sur le désir d'autre chose, qui est puissant dans le pays. Tu as une question, on demande aux Français, quelle est pour vous la maison idéale? Tu vois, bon. Et ceux qui répondent, pour nous, c'est des objets connectés, ça va être 17%, je crois. Bon, donc c'est de toute façon une petite minorité. La grande masse des gens, ils disent, on veut un jardin. Et voilà. Alors que vers quoi va nous entraîner le système si on le laisse faire? Il va nous entraîner, c'est la Startup Nation, c'est ce qu'ils veulent, c'est pas les conneries. On les laisse faire, dans 10 ans, cette table, elle est connectée, cette chaise, elle est connectée, le cadre derrière toi, il est connecté, il est auto-éclairé, enfin, tu vois, tout ça comme ça. Donc, si on laisse faire le système, ça ira pas du tout dans le sens du désir profond des Français. De la même manière, quand on demande aux Français, est-ce que vous voulez ralentir ou accélérer? Très, très massivement, je crois que c'est 77%, mais bon, les Français, ils disent, le monde va trop vite, on veut ralentir. Et pourtant, quel est l'un des maîtres mots de la Macronie? C'est accélérer, 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 accélérer. Mais enfin, par exemple, par rapport au changement climatique, on leur demande, bon, contre ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut des nouvelles technologies? Et là, je crois que tu as 23% des gens qui disent, c'est par la technologie qu'on va s'en sortir. Et tu as la majorité qui répond, non, c'est en changeant la société. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cumuler un peu des deux, mais c'est en changeant la société. Or, si tu laisses faire le système, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste faire des nouvelles technologies, des nouvelles technologies, des nouvelles technologies. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on a sous nos pieds un vaste et puissant désir d'autre chose. La question, c'est comment on arrive à faire que, tu vois, il y a un geyser, ça pulse, quoi. Mais je pense que je ne regarde pas, moi, la France comme étant une France zémorisée, droitisée, sur certains thèmes, c'est possible. Mais déjà,
notre combat, c'est de l'amener sur tous les thèmes où, au fond, il y a une majorité dans le pays qui nous est favorable. Sur la fiscalité, trouver que le fait de reverser 3 500 euros aux 1% les plus riches, pendant qu'on vient gratter 35 euros, c'est le bilan du quinquennat Macron, aux 1% les plus pauvres, c'est injuste. Mais ça va être massif dans le pays, les gens qui vont trouver ça injuste. Donc il faut réussir à porter des thèmes où on sait qu'on a déjà en face une majorité écrasante de la population qui est en accord avec nous. Et alors, évidemment, les médias qui devraient être, généralement, médias, ça veut dire, c'est un moyen, tu vois, ça sert d'intermédiaire. Généralement, sont plus un obstacle qu'un moyen. Ben, il faut réussir à passer par-dessus l'obstacle, par-dessous, sur le côté. Bon. Et du coup, pour passer par-dessus l'obstacle, on s'est notamment dit qu'on allait faire le Parlement de l'Union populaire avec du coup des gens du champ associatif, du champ intellectuel, du champ syndical, du champ artistique. Il y a Annie Arnaud, l'écrivaine, il y a Aurélie Trouvé qui a été à la tête d'Attaque pendant 11 ans, il y a Thomas Porte, président de l'Observatoire de l'extrême droite. Il y a plein de monde et c'est justement pour mener la bataille culturelle dans les médias. Toi, tu penses qu'il ne faut pas forcément aller dans les médias pour mener la bataille culturelle Si. Enfin, je veux dire, bon, tu sais que moi je viens de la critique des médias, c'était mon premier truc, mais tu ne peux pas mener une campagne présidentielle, c'est-à-dire vouloir t'adresser à 60 millions de Français, d'électeurs, et dire je ne vais pas aller parler sur BFM. Bon, moi je ne fais pas CNews. Oui, mais... Voilà, je ne fais pas Bolloré. mais oui, c'est pas, tu dois y aller. Mais quand tu disais tout à l'heure... Mais tu dois y aller en essayant de tout faire pour amener le débat sur ton terrain. Moi, je vais aux grandes gueules, c'est pour parler du revenu social d'autonomie pour les jeunes. Enfin, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas les manger Zemmour sur l'extrême droite. Et quand tu disais la France n'est pas zémorisée, il y a quand même des groupuscules d'extrême droite qui sont en train d'exploser dans le pays. Je pense qu'il ne faut pas les manger sur ça. Ouais, je pense que Jean-Luc a très bien fait d'aller faire un débat face à Zemmour. Et notamment, il gagne puisqu'il est identifié dans les quartiers populaires comme étant l'anti-Zemmour. Tu vois, je pense que là-dessus, il a marqué des points. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille aller sauter à la fois sur Twitter et sur le reste, sur toutes les polémiques lancées par l'extrême droite. Je pense qu'il faut imposer nos thèmes à nous. Il faut se concentrer sur nos thèmes à nous. Il faut travailler nos thèmes à nous. Il faut arriver avec des objets aussi, peut-être, tu vois, des objets qui soient des graphiques issus de l'Institut des politiques publiques ou n'importe, qui viennent montrer qu'on a raison, tu vois, et peut-être des bouquins et peut-être des films. Moi, j'essaie de construire mon travail avec des séquences. C'est-à-dire, voilà, là, c'était la séquence Debout les femmes. Je refuse d'aller dans un média pour être le jouet de leur actualité. Donc, je viens avec un truc où je sais que moi, je vais pouvoir passer mes 5 minutes sur mon thème à moi. Tu comprends Je vois ce que tu veux dire, mais quand il y a quand même... tu t'as vu, après le meeting de Mélenchon, quand il y a eu le meeting de Zemmour, t'as vu les militants pacifiques de SOS Racisme qui se font tabasser. Il y a un mec qui met des grosses patates à une militante qui est totalement pacifique, qui a juste un t-shirt non racisme. Pour toi, il ne faut pas réagir à ça sur les réseaux sociaux, il ne faut pas alerter sur les violences. Tu peux le faire, mais je pense qu'il ne faut pas centraliser là-dessus. En tout cas, ça passe sa place dans notre émission. Okay. Non, tu comprends ce que je veux dire. Je pense que vraiment, tout notre effort, si on veut parler aux gens, je ne dis pas, il faut aller défendre. Tu vois, ce sont des camarades qui sont tapés dessus. Donc, il faut aller les défendre. Ça, c'est pas un souci. Mais en revanche, la question, c'est comment... Moi, je sais, j'ai une question dans ma tête, c'est comment je m'adresse à Flic Secours. C'est-à-dire, c'est au milieu de ma circonscription, donc un milieu plutôt ouvrier, puisqu'il y avait les usines Saint-Frère qui se trouvaient là et qui ont été massacrées par Bernard Arnault, quoi, en gros. Et qu'est-ce que je vais raconter que les gens de Flic Secours vont trouver pertinent et à qui ça va percuter et à qui ça fait un écho dans leur vie. Je dis attention, ne soyons pas un monde militant qui se regarde trop le nombril et qui auto-polémique sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va trouver qui fait un écho? Là, on parle de dizaines de millions de personnes à convaincre, quoi. Donc il faut qu'on aille répondre à leur désir de vivre autrement tous les jours. Justement, quand on parle d'hôpital, on parle d'économie. On parlait tout à l'heure... J'ai pas répondu sur le Parlement de campagne, parce que tu as commencé sur le Parlement de campagne, puis normalement tu avais une question, puis tu l'as sauté. Ah, t'as bien retenu l'ordre des questions. Non, parce que je voyais Aurélie Trouvé hier, et je lui ai suggéré que cette campagne sur l'hôpital public soit
possiblement prise en charge par le Parlement de campagne, puisque tu as des gens qui sont tout à fait concernés. Il y a Barbara Stiegler à l'intérieur, mais tu as aussi Sabrina Ali Ben Ali. Bon, tu peux avoir des gens qui soient, sans parler de Caroline Fiat évidemment, qui sont à la fois dans le Parlement de campagne et qui peuvent porter ça sur le terrain. Donc voilà, j'ai proposé que cette campagne soit... Une campagne sur l'hôpital. Oui, tu vois, moi je peux essayer de... Enfin, moi j'essaie de lancer des trucs, de voir si ça prend, tu vois. Toi, tu mènes la bataille culturelle aussi d'une autre façon dans les salles de cinéma, en même temps, enfin pratiquement en même temps que Debout les femmes, ton film. Il y a un autre film, Fracture, la fracture sur l'hôpital public, et ça parle pas seulement de l'hôpital. Alors c'est un huis clos dans l'hôpital, mais ça parle aussi des gilets jaunes et des violences policières. Est-ce que pour toi, en 2022, on mène la bataille culturelle aussi par des œuvres culturelles? Je pense qu'il y a une nécessité qui est de rouvrir l'imaginaire. Ça, c'est... Je veux dire, la question, c'est celle de Johnny, c'est l'envie d'avoir envie, quoi. Il faut qu'on donne envie aux gens d'aller voter. Il faut qu'on donne envie aux gens de respirer. Il faut qu'on donne envie aux gens de... Tu vois, et donc, donner envie, et déjà, soi-même se donner envie à soi-même. Ça passe aussi par des films, par des chansons, par des livres. Tu vois, moi, si j'ai pas ça, je meurs. Et au fond, même, je pense que l'hôpital, comme peut-être le monde militant, il y a une crise de l'âme. C'est-à-dire quoi, quand le mot qui revient le plus dans les papiers sur les soignants, c'est décourager. Décourager, c'est ce qui touche au cœur. C'est-à-dire quand le cœur n'y croit plus. On est fatigué, on est usé, on bosse beaucoup. C'est une chose, c'est vrai. On gagne pas assez, c'est vrai. Mais il y a aussi quelque chose qui est de se dire, mais on va pas tenir comme ça tout le temps. Il faut nous redonner, nous rallumer l'espoir, tu vois. Et je pense que des œuvres, ça aide à maintenir, à allumer l'espoir. Et tu sais, il suffit que, même si la lumière est pas grande, t'es dans le tunnel, il fait noir. Il y a une lumière au bout, tout le monde va vers la lumière. Il faut rallumer la lumière. Ben ouais, il faut une lumière. Et s'il y a une lumière, moi j'ai vu la fracture, je me suis marré déjà. C'est important, tu vois. Ouais. C'est important de pas s'emmerder dans la vie. Militant rime avec chiant, hein, attention. Hein. Moi, c'est l'un de mes travaux depuis 22 ans, c'est comment on fait militant sans être chiant. Bon, mais donc, voilà. La fracture, on rigole aussi. Et puis on a la rage des fois. Et puis tu pleures. Et puis, enfin, tu vois. Et t'as, des moments où tu dis aussi qu'ils en font un peu trop. Mais bon, voilà, tu vois. Mais en tout cas, ça t'anime d'émotion. Et cette émotion-là, tu sors de la salle de cinéma en étant sur tes deux pattes et on a envie d'agir. Tu sais pas trop quoi, est-ce que tu vas coller... Peut-être que les gens qui ont vu la fracture, ils vont avoir envie de coller des affiches pour sauver l'hôpital public, tu vois. Bon. Donc je pense que ça participe. Et puis ça participe aussi parce que des œuvres qu'on fait comme ça, il y a l'écho direct qui est celui du nombre de spectateurs en salle de cinéma ou qui le verront à la télé. Bon, ça c'est une chose. Mais tu fais rentrer un débat dans l'espace public parce que tu as des papiers dans les journaux, tu es invité à la radio. Enfin, donc il y a tout aussi cet écho indirect à ce que tu produis, quoi. Et peut-être ça permet aussi de vulgariser les questions économiques de manière peut-être plus concrète. À l'image, c'est moins chiant qu'un bouquin qui tombe des mains et tout. Et sur ça, quand on parle d'hôpital, on parle d'économie, on parlait tout à l'heure austérité, dette publique, mais c'est aussi l'opposition entre deux modèles, libre-échange et protectionnisme. On l'a vu, en fait, la dangerosité extrême de l'économie de marché pendant la crise, une nouvelle fois, avec la question des masques, avec la question des bouteilles d'oxygène, avec Luxfer délocalisé, avec la question des vaccins, les brevets ne sont pas levés. Voilà. Comment on arrive à vulgariser ces questions économiques voilà, et pour faire comprendre que c'est des choix économiques qui font aujourd'hui qu'il y ait des gens qui meurent dans les couloirs des hôpitaux, c'est pas une fatalité. Je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est qu'au fond, je suis beaucoup plus optimiste sur la question des auxiliaires de vie, des soignants, des sages-femmes, que je le suis sur la question ouvrière industrielle. C'est mon combat depuis 22 ans, l'industrie. En ayant vu partir Goodyear, Magneti Marelli, Honeywell, les chips Flodor, je dis quand même les chips quittent la Picardie, bon. Mais là, on a affaire à quelque chose qui est macroéconomique. Ça veut dire que tant que tu n'as pas de taxes aux frontières, de barrières douanières, de quotas d'importation, bref, d'une protection, on va aller vers du dumping social, fiscal, environnemental. Et on y est encore, tu vois. Donc là, il faut des mesures macroéconomiques. Sur les métiers dont on parle et l'hôpital, c'est pas délocalisable. Ça fait une différence énorme.
tu vois. Bon, ça, c'est la première chose pour te répondre sur le fond, sur, malgré mon pessimisme de la lucidité, mon optimisme de la volonté, sur les questions qui peuvent être beaucoup plus vite réglées, de l'hôpital, des assistantes maternelles, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap dans les écoles, par exemple. Je veux dire, du jour au lendemain, tu peux régler la question. Tu es au ministère de l'Éducation, tu peux décider du jour au lendemain que tout le monde passe au SMIC. Je veux dire, le salaire minimum dans l'éducation nationale, c'est quand même pas le paradis, mais ça peut se décider politiquement du jour au lendemain. Je pourrais pas dire la même chose sur les questions industrielles, tu vois. Bon, ça, c'est une chose. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer l'économie aux gens. Parce que les gens, quelque part dans leur trip, ils la vivent, l'économie. Tu vois, quand il y a eu le référendum, pour moi, qui est le dernier grand vote... En 2005. Les gens, ils n'avaient pas besoin d'être convaincus par des chiffres, de ce que produisait... parce que moi, j'ai passé des décennies quand même à ce qu'on m'explique qu'au fond, c'était pas parce qu'il y avait des délocalisations qu'il y avait moins d'industrie. Il n'y avait pas le lien entre les deux. Les délocalisations, c'était pas grand-chose. Maintenant, il y a une unanimité, y compris chez les économistes, pour dire que la question... Mais il y a eu des tas de rapports qui ont été publiés pour minorer la place des délocalisations. Mais les gens... Ils le vivaient, ils avaient une boîte qui a été fermée, ils étaient passés dans une deuxième boîte, ou alors c'était leur cousin. C'est tout un monde populaire qui a vu s'écrouler l'industrie. On ne pouvait pas leur raconter, avec des cours de pédagogie, qu'il n'y avait pas de lien avec le fait que les usines elles partaient en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne ou en Chine, tu vois. Donc je pense que quelque part, je ne suis pas sûr qu'il y ait nécessité d'expliquer l'économie aux gens. En revanche, ce qu'il y a, et c'est notre fragilité, tu vois, c'est une citation de Gramsci. Donc, non, c'est une citation de Gramsci qui dit que, donc c'est de son époque en Italie dans les années 20, mais que les masses se sont détachées de l'idéologie dominante. C'est le cas pour moi aujourd'hui. Je crois que croissance, concurrence, mondialisation, qui est en gros le trépied économique de l'idéologie dominante, il tient plus. Les gens, si tu leur parles aujourd'hui de mondialisation, alors dans les années 90, Alain Minc qui faisait des bouquins sur la mondialisation heureuse, les gens ils rigolent quand tu leur dis la mondialisation heureuse. Elle est plus voulue, elle est subie. Tu vois ? Bon. Et donc tout l'enjeu pour nous n'est pas d'écœurer les gens de croissance, concurrence, mondialisation. Ils le sont déjà. Ils veulent pas ça. Par contre, là où on a une difficulté, c'est leur dire qu'il y a une alternative, qu'il y a autre chose qui est possible. Et ça, pour l'instant, la vérité, c'est qu'ils n'y croient pas. Et donc là, on a un enjeu à dire, bah non, à la place d'avoir la concurrence, on peut avoir l'entraide. À la place d'avoir la mondialisation, on peut avoir la protection. À la place d'avoir la croissance, on peut avoir le partage. Le gâteau, il est assez gros dans le pays. On n'a pas besoin de faire grossir davantage le gâteau. Il suffit de le partager correctement. Tu vois. Donc, les gens sont très majoritairement pour en plus. Mais oui, oui, tout à fait. Donc, là, il y a à redonner aux gens l'espoir. L'espoir que c'est vrai que ça peut changer. L'espoir que c'est vrai que ça peut être autrement. Et comme ça fait 40 ans qu'ils vivent dans une forme de désespoir, tu vois, l'espoir qui est rongé tout le temps, ou bien de trahison, de tromperie, de tout ça, bah, ils y croient plus. Ils croient plus qu'on peut faire autrement. Donc la question est moins de critiquer l'économie existante pour moi que de donner à voir une autre économie possible, quoi. Mais comment t'expliques que... Pas une autre économie, une autre vie, quelque part. Mais comment t'expliques que, on disait, ils sont très majoritairement pour... un meilleur partage des richesses, pour l'augmentation du SMIC à 1 400 € net, je crois que c'est 90%, pour encadrer les salaires entre 1 et 20, pour taxer les plus riches et tout. Ils sont majoritairement pour idéologiquement, mais ça ne se traduit pas en bulletin de vote. Ben parce que pour l'instant, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas que ça soit possible, ils ne croient pas que ça soit possible. Tu sais, moi, pendant mon élection de 2017, je le disais, et je pense que Jean-Luc, c'est le même défi qui est à l'œuvre, je disais, mon adversaire... c'est toujours la finance, bien sûr, mais c'est surtout l'indifférence. Voilà, je fais mes classiques, mais Samuel Huntington, un intellectuel ultralibéral américain, fait paraître en 1975 un rapport pour la commission trilatérale, donc qui réunit les élites américaines, japonaises et européennes. Et il dit, bon, ça s'appelle Crisis of Democracy, crise de démocratie. Il dit, voilà, il y a trop de démocratie. La démocratie, c'est bien, mais il faut toujours que... Si tu veux, ça me fonctionne mieux quand les Noirs, ils votent pas, quand les femmes, elles votent pas, quand les pauvres, ils votent pas. Tout ça, c'est quand même beaucoup mieux. Là, qu'est-ce qu'on a comme problème ? Donc, c'est dans l'après 68, 75. C'est que les gens prennent la démocratie au sérieux. Ils se bougent. Ils sont dans des associations. Ils militent. Ils votent. Mais comment vous voulez, dans ce contexte-là, que les gouvernants gouvernent tranquillement ? Que les dirigeants dirigent tranquillement ? Donc, écrit Samuel Huntington, et ça, c'est tel quel, il nous faut, dit-il, instaurer de l'apathie politique. Il nous faut instaurer de l'apathie politique. Et ça fait 40 ans
qu'ils œuvrent à instaurer de l'apathie politique, à instaurer du découragement, opposer les à instaurer de la résignation par des tas de biais différents, en montant des faux débats, en divisant le peuple, en divisant les gens, en ayant des télés privées, tu vois, en technologisant tout, en transmettant un certain nombre de décisions importantes à des organes techniques comme la Commission européenne, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque centrale, enfin tu vois, des trucs comme ça qui font que tu dépolitises et tu viens dire aux gens, c'est plus vos affaires. Et moi je dis, pourquoi il y a tant d'émissions de décoration à la télévision, hein? Quelque part, le message qui est transmis, c'est vous pensez plus que vous pouvez changer la vie, comme on disait, ou même votre vie, comme on disait dans les années 80. Le boulot, vous y pouvez rien. Même l'école ou l'hôpital, vous pouvez pas agir dessus. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste la couleur de votre papier peint. Je pense que c'est le message qui est envoyé à travers la profusion des émissions de décoration. Ok. Mais donc ça, il faut que ça change. Notre adversaire, c'est l'indifférence. Notre adversaire, c'est porte après porte, rue après rue, maison après maison, quartier après quartier, village après village. Parce que moi, je suis intéressé parce qu'on n'abandonne pas la France des Gilets jaunes, la France du non, la France périphérique, les périphérisaphone, et ainsi de suite, pour qu'on leur redonne une voix. Et donc ça passe par rallumer, qu'une braise rallume une autre braise, quoi. Tu parles de ne pas abandonner la France périphérique, celle des Gilets jaunes. Il y a Thomas Porcher qui a fait un bouquin, je sais pas si tu as vu, sur les délaissés, où il dit en gros, il faut qu'on parle à la fois, nous, la vraie gauche, à la France périphérique, celle des Gilets jaunes, la France des banlieues, mais aussi celle des agriculteurs, et on va dire plus globalement les classes moyennes, c'est-à-dire les fonctionnaires. Hier encore, il y avait les greffiers, les magistrats, je sais pas si tu as vu, qui manifestaient, parce qu'il y a une souffrance immense dans la justice, les profs et aussi les cadres, qui sont en fait en déclassement et qui sont en fait souvent en burn-out et qui ont une perte de sens, on l'a vu pendant le premier confinement, et qui eux aussi pourraient venir à voter. Donc comment on essaie d'allier, bon, je sais que souvent sur la convergence des luttes, pardon, tu t'es battu. Alors moi, la convergence des luttes, j'y crois pas trop. Excuse-moi, mais parce qu'on m'a donné depuis Nuit debout cette expression de convergence des luttes, alors qu'il me semble pas l'avoir prononcée, mais peut-être. Mais en tout cas, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas beaucoup de luttes, tu vas pas faire converger des luttes. Il n'y a pas beaucoup de luttes. Bah non, il n'y a pas beaucoup de luttes. Attends, on va se dire la vérité, Pierre, quand même, mince. Il n'y a pas beaucoup de luttes. Non, il n'y a pas beaucoup de luttes. Il n'y a pas beaucoup de luttes. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans un pays qui est en ébullition de lutte. Mais regarde, sous ce quinquennat, il y a eu les 2 plus longs mouvements sociaux. Ah ben d'accord, mais attends, je te parle aujourd'hui, moi. Tu vois. Aujourd'hui, il y a un mouvement national pour l'augmentation des salaires. Moi, je crois pas que trop. Là, ce que tu me décris, c'est la convergence des classes. Tu vois, ou la jonction de classes. Et pour moi, c'est pas forcément la convergence des luttes, parce que quand il y a une lutte, c'est un petit segment, sauf pendant le seul vaste mouvement populaire qui existait, qui est celui, à mon avis, des Gilets jaunes, où on a eu les premiers week-ends plus d'1 million de personnes, c'est sûr, mais sans doute, qui pour moi, le seuil critique pour qu'on puisse déclarer quelque chose de populaire, c'est 1 million de personnes en gros, mais qui est peut-être au-delà mais il y a plusieurs millions de personnes qui sont passées dans ce mouvement. Donc là, on a eu vraiment quelque chose de très fortement ancré dans le pays, mais sinon, ce sont des segments. Bon, voilà, c'est pas grave, tu vois, mais je préfère établir un constat de mon point de vue objectif. Bon, puis je me plante, puis voilà. Mais en revanche, ce que tu décris, c'est la jonction de classe. Moi, je suis convaincu que l'un des drames de la gauche depuis 40 ans, c'est un double divorce. C'est un divorce entre la classe intermédiaire, je me refuse à parler de classe moyenne. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Et la classe moyenne, on te fait un paquet, soit c'est les médecins, et puis bon voilà, soit après les gens qui sont ouvriers, employés et qui ont un pavillon, ils vont être dans la classe moyenne. Bon, c'est un gros. Bon, donc pour moi, il y a la classe intermédiaire, les éduqués du supérieur, bon, les cadres, enfin, tu vois, les enseignants, bon, la classe intermédiaire et les classes populaires. Il y a eu un décrochage depuis 40 ans. Pourquoi? Parce que la mondialisation a tracé comme un fil à couper le beurre entre les destins. Il y a eu la note de Terra Nova du PS aussi, en 2011. Qui l'actait, qui venait avec franchise dire bon ben voilà ce qu'on va faire, on va abandonner les classes populaires. Bon, mais ça faisait 30 ans qu'il le faisait, quoi. Bon, mais la mondialisation, elle est venue tripler le taux de chômage dans les classes populaires, pendant que dans les classes intermédiaires, il restait à peu près stable. Et sur le terrain des revenus, on a eu des faits comparables. Donc ça veut dire qu'il y a une classe qui a été vaincue par la mondialisation, qui a vu la peur, la précarité, le déclassement la gagner. Et il y en a une autre qui est plutôt restée stable, sinon avec quelques vainqueurs à l'intérieur. Tu vois, donc ça apparaît une division de classe, alors qu'en 1981, on avait évidemment les enseignants qui votaient François Mitterrand, mais aussi 74% des ouvriers au deuxième tour de la présidentielle. Donc c'était très puissant. Et ils votaient. C'était pas l'abstention partout comme maintenant. Et on a affaire à un deuxième divorce, qui est le divorce interne aux classes populaires.
C'est-à-dire entre les quartiers populaires, avec des enfants d'immigrés pour beaucoup dans les cités, et la France périphérique, et où on veut qu'ils se regardent en chien de faïence. Et donc on a affaire, nous, pour construire un bloc historique vainqueur, on a quelque part... Une jonction de classe. Eh ouais, on a ces deux fractures, pour reprendre le titre du film, on a ces deux fractures à résorber. La fracture interne aux classes populaires et la fracture entre la classe intermédiaire et la classe populaire. Et moi, ma conviction historique dans l'histoire de France, c'est qu'il n'y a pas de grand mouvement progressiste sans qu'il y ait cette jonction-là. C'est pas des épousailles. Jamais le prolétariat a épousé la petite bourgeoisie intellectuelle en faisant des grandes embrassades. C'est très rare. La fête de la Fédération, ça n'arrive pas tous les jours. Mais c'est quoi? C'est la Révolution française, c'est quelque part les classes populaires urbaines qui font le 14 juillet, les classes populaires rurales qui font la grande peur dans les campagnes, et qui est à l'Assemblée? C'est la petite bourgeoisie intellectuelle. Ce sont les avocats, même des propriétaires et tout ça, qui représentent, c'est la rue qui fait la pression qui représentent le tiers d'État. Mais oui, mais il y a tout ça. La beauté de la Révolution française, c'est que c'est 6 ans de jonction, de division, d'effusion, de fusion entre ces classes-là. Tu vois? Bon, ça, c'est le premier. Front populaire, qu'est-ce que c'est? C'est les intellos qui disent non, c'est la rue qui met la pression, non au fascisme, et c'est les prolétaires qui veulent les 40 heures et congés payés. La spécificité du mai 68 français, c'est que tu as un mai 68 étudiant en même temps qu'un mai 68 ouvrier. Ils ne s'épousent pas. Bon, mais tu as les deux en même temps quand même. Et mai 81, je dis, mai 81, quelque part, c'est... Là, mai 68, le problème, c'est que ça s'est passé dans la rue et pas dans les urnes. Le problème de mai 81, c'est que ça s'est passé dans les urnes, mais pas dans la rue. Ouais. Mais tu as eu la même jonction. Et donc, il nous faut reconstruire un bloc historique qui permette de ressouder ça. Et je pense qu'il y a des choses qui ont changé et qui le rendent possible. Tu vois, par exemple, le libre-échange, qui auparavant était accepté avec passivisme, on va dire, par les classes éduquées intermédiaires. Bon. Aujourd'hui, notamment par le biais de l'écologie, ça peut être quelque chose qui est refusé. On sait très bien que le libre-échange, les marchandises qui circulent tous azimuts, la recherche du dumping environnemental à l'autre bout de la planète, est un facteur de destruction de la planète. C'est 100 multinationales qui sont à l'origine de 70% des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien beau de dire triez vos ordures, faites pipi sous la douche, mais c'est rien par rapport à exactement. Le capital. Et donc du coup, ça, par ce biais-là, on peut toucher une classe intermédiaire qui va être plus sensible aux questions écologiques qu'aux questions de la désindustrialisation, puisqu'ils ne bossent pas à l'usine, tu vois. Donc je crois que là, il y a un biais qui rend objectivement quelque chose de possible. Il y avait peut-être une jonction aussi sur la question... Peut-être que c'est un rêve, mais sur la question des violences policières et des gilets jaunes, qui sont montés pour certains pour la première fois à Paris, qui se sont pris, qui se sont fait arracher des mains, crever des yeux. Les jeunes, on va le dire très grossièrement pour le climat, qui sont plus bobos, mais aussi collectif Adama contre les violences policières dans les quartiers qui vivent ça depuis très longtemps. Il peut y avoir une jonction aussi sur cette question des violences policières, tu penses? Mais pour moi, j'ai écrit un rapport sur le fait qu'il fallait changer la police et tout ça. Donc le sujet n'est pas là, j'y suis favorable. Ouais. Même je pense qu'il ne faut plus de contrôle d'identité, par exemple. C'est pas seulement pas de contrôle au faciès, je pense qu'il faut en finir avec les contrôles d'identité. Mais je pense que là, ce que tu décris, c'est la possibilité de jonction de secteurs en lutte. Mais c'est différent d'avoir le bout des Gilets jaunes qui s'est mobilisé et qui est monté à Paris, le bout des quartiers populaires qui se bougent là-dessus, et il y a eu des jonctions quand même. Oui, mais il y a eu des jonctions, mais c'est la jonction de secteurs en lutte. Ça veut dire que ça représente 1% de la France périphérique, allez, 1% des quartiers et 1% des éduqués du supérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc ça, c'est pas un thème qui du coup, à mon avis, mais je peux me tromper, mais va trouver une vaste profondeur sociale et va permettre de joindre tout ça. Tu vois le truc? Et c'est pour toi, du coup, vraiment les questions sociales, économiques, écologiques. Ouais. Enfin, je pense que... pourquoi lier le social et l'écologie? Oui, mais pour moi, ils sont liés. Je veux dire, si tu veux transformer sur le plan écologique, au fond, moi, je pense qu'on devrait avoir une prééminence du ministère de l'écologie. Comme aujourd'hui, tous les dossiers passent par Bercy, on devrait avoir tous les dossiers qui passent par le ministère de l'écologie. Tu ne peux pas faire une écologie sérieuse sans changer fondamentalement les règles économiques. Donc voilà, donc pour moi, il y a un lien immense entre les deux, quoi. Et donc oui, je suis pour me bagarrer pour qu'on fasse tout pour amener le débat sur ces questions-là, parce qu'on aura une majorité évidente chez les gens. Et je pense que sur le terrain social, on arrive à dépasser
les fractures existantes, quoi. Et d'ailleurs, c'est le but de l'Union populaire. Il y a, comme le disait François, entre 60 et 90% des Français qui sont pour nos mesures de partage des richesses, de bifurcation écologique, de 6ème République. Et c'est le but justement de la jonction notamment des classes dont on parlait. C'est pour ça qu'il y a à la fois des syndicalistes, à la fois des associatifs, à la fois des intellectuels, à la fois des artistes et à la fois des citoyens. Et donc on va se battre pour l'Union populaire. Merci beaucoup François. Merci à toi Pierre. Merci pour l'énorme boulot, je le dis franchement, que tu fais avec l'Insoumission. Et d'ailleurs, Placement de produit. il faut que nous aussi, on ait des t-shirts comme ça pour améliorer nos ventes. Oh, vous n'avez pas besoin, j'ai entendu des chiffres en off. Ça a l'air de plutôt bien marcher pour Ruffin. Ça va. Bon, merci beaucoup et abonnez-vous à l'Insoumission. Et à Fakir.